Bonjour à vous, DH-Notes, auditrices et auditeurs, ou simples curieux et curieuses qui découvrent cette vidéo. Bienvenue dans ce nouvel entretien des mémoires de l'ufologie francophone. Je signale que ces vidéos sont en partenariat avec l'Association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Aujourd'hui, c'est au tour de Rémi Fauchereau et Gilles Thomas de nous partager leur mémoire. Bonne écoute! Alors Rémi, regardes-tu encore à l'heure d'aujourd'hui les actualités OVNI en France et dans le monde? Est-ce que tu les regardes tous les jours ou moins qu'avant? Oh non, je regarde toujours pareil, toujours pareil, il n'y a pas de problème. Tu veux parler du net? Oui, oui, parce qu'il y a énormément d'informations. Oui, je regarde toujours pareil, oui, je suis toujours aussi intéressé par ce qui se passe à droite à gauche. Alors bien sûr, mais je fais un tri, comme toujours. Peut-être qu'au début j'en faisais moins, au début j'ai eu Internet que je connaissais pas trop. Je gobais un peu tout, mais bon, on m'a appris un peu à faire la différence. Mais non, maintenant j'arrive à faire la part des choses, etc. Je fais attention. Mais je regarde toujours autant. Et toi? Ben, moi je les regarde moins. Avant, dès que je me levais, j'allais regarder le MUFON, enfin, le site américain, j'allais regarder Newfork, j'allais regarder UFO Casebook, j'allais regarder Last UFO Sighting, j'allais regarder Rance.com, et putain, il va me sortir tous les sites. Oui, j'ai regardé OVNI France, le forum Les Mystères des OVNI, etc. Maintenant, je me concentre qu'au site français, quoi. Parce que où je vais voir les sites américains quand je dois faire Matin OVNI. Voilà. Mais avant, j'y étais constamment, mais continuellement branché, à devenir même fou. Puisque je regardais ça, dès qu'il y avait une news, j'y étais, quoi. Alors que maintenant, non. Pourquoi? Parce que, comment dire, avant, c'est vrai que quand je regardais ces informations, dès qu'il y avait une information de type scoop, on va dire, entre guillemets, bah, il fallait que j'appuie sur le blog ODF TV. Bah oui. Mais maintenant, il y a beaucoup d'observations signalées en France le matin, et le soir, on s'aperçoit que c'est des lanternes thaïlandaises. Donc ça sert à rien de mettre des choses qui seront identifiées le soir même. C'est comme les observations dans le JT OVNI en France, dans l'actualité OVNI. Généralement, c'est tous les 3 mois que je mets l'actualité OVNI en France, parce que j'attends que les enquêtes soient faites. Par exemple, sur le forum des mystères des OVNI, ils reçoivent des témoignages, puisque c'est là où je vais m'informer pour l'actualité OVNI en France, mais ils font des enquêtes. Alors j'attends. Bon, des fois c'est long, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes aussi qui peuvent aller voir les témoins, mais j'attends qu'il y ait des enquêtes faites, tout simplement. Je ne prends plus en compte l'actu qui sort directement. Parce que pour moi, c'est juste faire le buzz pour rien. Puisqu'on va s'apercevoir, après, c'est soit des méprises avec tout ce que vous voulez. Moi, dans mes témoignages, c'est un peu pareil. J'ai des témoignages qui datent, qui arrivent bien sûr des années après. Et c'est peut-être les cas les plus solides. Que le cas qui arrive tout de suite, comme ça, sur un coup de tête. Témoignages, méprises et canulars. Peux-tu nous parler de la boîte de réception de la EPA? Boîte mail, Boîte mail, entre témoignages, méprises et canulars. Alors des canulars, les canulars, le gros canular que j'ai eu, qui est mis sur papier là, c'est le cas de Montigny-la-Relle, où on m'a fait croire à une sorte d'alien type prédateur, etc., qui était descendu d'une sphère dans un terrain. Qui s'ouvrait comme ça? Ouais, alors, enfin un truc bien monté, vraiment. Ouais. Tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Non. Quand ça s'ouvre comme ça, Non. au vaisseau dans Independence Day, quand l'arme s'ouvre et voilà. Alors donc là c'était bien monté, ça a été fait par des professionnels, disons des professionnels non pas de l'ufologie, mais qui connaissaient le domaine de l'ufologie, et des professionnels des études un peu, puisque c'était des gens de Normal Sup. Ils avaient donc un certain niveau, quoi.
Alors ça, c'est le côté canular qui arrivait dans la boîte de réception. Des méprises, ben, il m'en arrive. J'ai encore eu là récemment une méprise, un monsieur qui m'a déjà contacté par téléphone et après par mail, sur une méprise qu'il a fait avec Jupiter et Vénus. Mars, pardon, excusez-moi. Par Jupiter et Mars de P2C. Je lui ai répondu par mail, et donc il a reconnu sa méprise et m'a remercié d'avoir été sur le terrain à 10 h du soir, de m'être déplacé jusque sur une hauteur pour voir exactement ce qu'il en était, de regarder la direction dans laquelle il observait ça, puisqu'il m'a dit que c'était haut dans le ciel, sur l'horizon c'était à tant de degrés, etc. Donc je devais le voir moi depuis ici. Et quand j'ai vu que c'était Mars et Jupiter, je lui ai dit, il en a convenu parce qu'entre-temps il s'était renseigné auprès d'un astronome amateur qu'il y avait près de chez lui, et il m'a dit la même chose. Il a dit donc j'ai fait une méprise, veuillez m'en excuser, je vous ai dérangé pour rien. Je lui ai dit mais c'est tout à fait normal, c'est la démarche qu'il ne faut pas hésiter à faire quand on voit quelque chose, on est là pour ça. Voilà. Et donc, voilà, un cas de méprise que j'ai reçu par mail. Mais j'en ai reçu d'autres, surtout sur des lanternes thaïlandaises. D'ailleurs, une qu'on avait été, je ne sais pas si tu t'en rappelles, je ne sais plus si tu étais avec nous, Gilles, à Poigny, un monsieur qui avait vu donc une escadrille de soucoupes volantes. Non, tu n'étais pas là. Il n'y avait que Gilles Durand et Thierry Rochet. Il nous contacte par mail et puis il nous dit j'ai vu une escadrille de soucoupes volantes, parce que quand il avait fait la photo, il avait fait un bouge à la photo et ça faisait une forme de soucoupe volante en dôme. Et donc on a été lui expliquer, on a enquêté, on n'a rien dit, on a enquêté, et puis après on lui a expliqué exactement ce que c'était. Ça c'est encore, j'ai reçu ça par mail aussi. Il y a plein surtout des lanternes thaïlandaises, sous forme de méprises, etc. Autrement c'est des méprises, les satellites, pas souvent. Les planètes, ça arrive, mais surtout les lanternes thaïlandaises, et puis donc le canular, le fameux canular de Monty Minerel, là, qui fait un porte-8 de 200 pages presque. Et ils nous ont tenus un moment avec ça. Ils ont essayé de nous avoir, mais on a réussi à les déjouer, grâce à Michel Mienville et à son petit côté génial de l'informatique, où il a été fouillé et faire des recherches. Les témoignages que je reçois, en dehors des méprises, les témoignages qui m'arrivent par mail sont généralement intéressants. Ce sont des bribes de témoignages. C'est des choses, ça annonce quelque chose, mais il faut après ça, suite à ça, si j'ai des coordonnées, j'ai déjà la coordonnée, généralement le nom de la personne, le pseudo, comment on appelle ça ? Le pseudo. Je peux recontacter la personne, là, lui préciser ce que je veux exactement au point de vue témoignage, et il accepte de me donner ses coordonnées, donc on va beaucoup plus loin après par la suite. Par échange de mails, ou par échange de courriers postaux, etc., et échange téléphonique, etc. Ou aller sur place, aller voir le témoin, le filmer, l'enregistrer, etc., aller sur le terrain, etc. Voilà. Et toi, Gilles ? Là, la boîte de réception de DHTV, vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dedans les témoignages se font de plus en plus rares, on va dire. C'est souvent des tests aussi. Parce qu'il y a des forums ou même des groupes, des associations ou autres qui testent d'autres groupes avec des faux témoignages pour voir comment ça marche. Le souci, c'est qu'au DHTV, c'est très simple comment ça marche. On reçoit un témoignage, on regarde déjà qu'est-ce que c'est comme témoignage, parce qu'il y a aussi des photos où c'est juste pris avec le téléphone portable, et c'est souvent des oiseaux, des insectes, ou même des fois des aéronefs, quoi. Et si c'est un témoignage sérieux, là on demande au témoin est-ce que vous voulez qu'il y ait une enquête effectuée, est-ce que vous voulez que des gens viennent enquêter sur votre affaire. Si la personne dit oui, on transfère le témoignage à une association. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Comme ça on fait une sorte de filtre. On va pas envoyer directement à une asso et puis ça se trouve c'est un canular. On fait une sorte de filtre pour... Et d'ailleurs c'est souvent Rémi, c'est à Rémi qu'on envoie les témoignages, parce que lui il arrive, il sait un peu mieux gérer, n'est-ce pas Rémi ? Oui, tous les témoignages, on me dit souvent, bon j'ai un témoignage à vous donner, je vous ai vu sur ODH TV, voilà le témoignage. Voilà.
Et donc, s'il n'y avait pas eu l'intermédiaire qui est ODH-TV, on ne l'aurait pas envoyé le témoignage. Par contre, on reçoit aussi pas mal. Moi, le souci, c'est que je tombe, je sais pas, je dois être abonné à des canulars. J'appelle ça les brochettes de perché. J'en ai, c'est par vague. En décembre, j'en avais eu. Rappelle-toi, les énergies du cheval, du miel et des abeilles, qu'il fallait reprendre la Tour Eiffel, et que ODH-TV devait faire une réunion de tous les pays nucléaires à Genève. Et là, c'était quelque chose. Là. Ouais, c'était vraiment. Après, on a eu quelqu'un d'autre qui n'était pas content d'une intervention de quelqu'un sur ODH-TV qui voulait faire un clash. Alors on lui a expliqué qu'ODH-TV n'était pas là pour cracher sur les ufologues, que s'il voulait un ring de boxe, il avait qu'à louer un ring de boxe. Ensuite cet été, j'ai eu une brochette de perché au mois d'août. C'est pour ça que ça marche par vague. Alors des fois je me demande si ça vient pas d'autres groupes, juste pour nous faire chier. Ça pourrait arriver. Alors il y en a un premier qui est arrivé sur ODH-TV disant qu'il fallait que les gens devaient aller voir un autre média en ufologie parce qu'ils ont plus de moyens. Je ne citerai pas le média. Disant ouais, ODH-TV c'est nul, il n'y a pas assez de moyens. Oui, bah, c'est normal, nous on ne demande pas aux gens des dons, quoi. Et c'est gratuit, enfin la connaissance est gratuite, quoi, on va dire. Au détriment peut-être de certaines choses. Et après il y a eu qui? La personne qui attrape les sphères. Ouais, bah oui, c'est vrai que la boîte de réception d'ODH-TV en ce moment, ça ressemble plus à des canulars, à des méprises, très peu de témoignages, et c'est dommage. Oui, c'est sûr, les canulars, oui. Ah ben ça, surtout les canulars, oui. Encore les méprises et les témoignages qui tiennent la route, ça va encore quand tu reçois ce genre de choses. Pas trop de méprise non plus, parce que ça devient décourageant à la fin. Bon, mais quand tu reçois des témoignages, tu peux quand même, tu peux un peu fouiller derrière, tu vois quand même. Bon, puis il faut pas oublier un truc que j'avais constaté, d'ailleurs c'était Archangel, enfin Daniel qui m'avait dit ça. Avant j'envoyais les émissions qui s'appelaient Alerte OVNI en France. Alors il y avait niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et Daniel m'avait dit une remarque et finalement ça s'est vérifié. Il y en a, ils m'envoyaient des faux témoignages pour que je les passe en alerte quand j'envoyais les appels à témoins. Mais c'était juste pour qu'ils passent. C'est tout, pour être à la télévision. Comme disait une secrétaire, je ne sais plus, un membre du GEPAN, ils veulent faire partie du club. C'est comme quand il y a des vagues d'OVNI. Il suffit que ça soit dans les médias. Il y en a qui appelleront, mais c'est des gens qui voudront être comme les autres, mais ils n'auront strictement rien vu. Voilà. Ouais, il faut être prudent, il faut être très très prudent. Quand on reçoit ça, oui. Ou même pour Lyon, hein, ça se trouve. Hein. Ah oui, absolument. C'est bien possible. Ça se trouve, il y a des gens qui voient Rémi dans les vidéos d'ODH-TV, qui font ah bah ouais, mais il faudrait faire un test un jour. Moi, je suis à peu près sûr qu'il y en a qui m'ont envoyé des témoignages ou même de méprise ou de choses comme ça. Ils se sont doutés que c'était une méprise, on m'a envoyé le témoignage pour avoir leur nom cité, enfin pas leur nom puisque j'ai promis l'anonymat, mais pour avoir leur témoignage cité dans mes ouvrages. Ouais, mais dans la vidéo d'ODH-TV, il faudrait faire un jour le test. J'envoie par exemple la prochaine fois, le prochain en venant Lyon, il faudrait que tu vois si tu as une augmentation de témoignages, en fonction du nombre de vues aussi. Oui, ce serait intéressant à faire, oui. Oui. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé un témoignage. Il y en a que j'ai pas mis parce que je considérais que c'était limite, très limite. Et donc, quand j'ai sorti mon livre, ils m'ont contacté, ils m'ont acheté le papier. Je leur rendais mon livre et « Ah ben je comprends pas, mon témoignage n'est pas dans votre livre. » On l'a pas retenu. Gilles, que fais-tu au saut? Eh ben, le saut, la première fois que je les ai vus, il me semble que c'était, que je dise pas de conneries, pour l'Assemblée Générale des Repas Ufologiques à Grenoble, en octobre 2010, il me semble. Peut-être que je les ai vus avant, j'ai un trou de mémoire là.
c'était bien cet événement parce que il y avait donc c'était à l'époque il y avait les repas ufologiques de Grenoble faits par François Hisse. Et puis il y avait tous les représentants des repas de l'époque. Et il y avait les gens de Metz. Il y avait Olivier Strauss qui était là et son ami Jeff Nolan. Et donc petit à petit ils m'ont invité, d'ailleurs c'est là où je t'ai vu la première fois. Ils m'ont invité à l'Assemblée Générale du Sceau, c'était en mai 2012. Tu sais, j'avais les cheveux longs, j'étais maigre, c'était avant le thorax. C'est la première fois que je te voyais, j'étais venu avec Quentin. Et donc pour en venir au Sceau, après puisque j'ai eu un souci de santé, j'ai eu un pneumothorax, j'ai vite compris que ma vie peut-être tenait qu'à un fil. Et c'est là où j'ai décidé d'adhérer au Sceau et de signer un contrat pour mes archives. C'est-à-dire que j'en parle souvent en conférence, toutes mes archives, que ce soit audio, vidéo, etc., vont au Sceau, ou iront au Sceau un jour. Mais j'ai pas autant d'archives que ce monsieur, j'ai pas autant de classeurs comme ça. Moi, c'est tout en disque dur en fait. Finalement, c'est peut-être mieux, parce que ça prend moins de place. Pas forcément parce que les disques durs ça pète. Ouais, je connais mal l'informatique, mais oui, c'est sûr. C'est comme les CD, les DVD, ça pète. pète. Il paraît ça, oui. Ouais. Comme les clés USB et tout. Disquettes, etc. Parce que j'ai plein de disquettes aussi. Le papier, ça brûle. Oui. Ça prend l'eau, ça. On a qu'à tout graver sur une pierre. Finalement, je crois que c'est un politique qui s'appelle Jean-Pierre Soisson qui a dit que ce qui restait dans l'histoire en général, des civilisations, c'était les pierres. Ouais, mais l'érosion. Mais ce qui restait, disons, le plus longtemps. Ouais, donc qu'est-ce que je fais au Sceau à l'heure actuelle ? Au Sceau, à l'heure actuelle, je fais les mémoires de l'ufologie, que j'adore, même si, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire d'aller interviewer tous les anciens de l'ufologie pour les générations futures. Et puis, tous les ans, je vais chez Rémi Fauchereau pour trier ses archives, mais principalement pour l'interviewer. Et pour filmer, Gilles Durand, Thierry Rocher. Comment c'était donc la nouvelle session, la session 2018 chez Rémi Fauchereau ? Là, ça a été beaucoup de rangements, beaucoup de, je dirais, essayer d'extraire les archives de Rémi d'un tas de choses hétéroclites qui se trouvaient à l'endroit où il avait essayé de les classer, enfin de les entreposer en tout cas. Voilà. Et toi Thierry ? On a fait chaque année on arrive à faire un bond en avant dans le classement, dans le tri. Et cette fois, nous avons réussi à aller acheter des étagères et nous les avons installées dans la pièce d'à côté, dans le bureau. On a libéré la place pour ces 2 étagères de garage solides avec des étagères 5 niveaux pour chaque étagère, 250 kg sur chaque niveau. Donc là, on peut mettre de l'archive. On a classé tous les dossiers d'enquête de Rémi, ce qui fait que ça libère de la place et ça les sécurise surtout. Voilà. Et le travail de rangement d'archivage n'est pas encore terminé. Mais déjà une belle étape pour 2018, de fait. Mais c'est vrai que les mémoires de l'ufologie, c'est très bien. Et le seul problème que j'ai, c'est que pour le moment, je suis tout seul à les faire. Et que ce serait bien que les autres jeunes du Sceau s'y mettent. Parce que je vais pas pouvoir faire tous les ufologues de France. Parce qu'il y en a un paquet. Ouais, tous les ufophiles, tous les témoins, etc. Donc ça serait bien que les jeunes du Sceau le fassent aussi. Moi j'essaie de faire ce que je peux dans mon département. Ouais. Mais c'est que le département de Lyon. C'est que le département de Lyon, il y en a beaucoup d'autres des départements. Voilà. Et puis après c'est tout, les tri d'inventaire, j'en ai fait peut-être 2, mais le problème c'est que les tri d'inventaire, il faut les péter à Paris quoi. Si je fais mon tri d'inventaire, mais la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a 2 ans, il faudrait peut-être que je continue parce que c'est vrai que j'ai quand même des dossiers, mais moi c'est les feuilles de tournage. C'est comme par exemple ces feuilles là qu'il y a là, chez Rémi. Ça va se retrouver dans des classeurs. Voilà. Faut les garder, c'est très important. Mais je sais, mais elles sont toujours à moitié pliées. C'est pas grave. On a une photocopie et puis ça reprend sa forme. Voilà, mais voilà, les seuls dossiers que j'ai, c'est ça, mes enquêtes aussi, les dessins aussi. Parce que j'aime bien dessiner les ovnis aussi. Faire des petites histoires en dessin. Ça m'arrive.
Donc voilà ce que je fais au saut. Mhm. Ça te convient comme réponse? Oui, ça me convient, oui, c'est très bien. Alors Rémi, tu es à peu près dans le même cas que moi depuis, moi depuis 2018, toi depuis longtemps. Tu es handicapé Rémi et tu es en ufologie. Est-ce que ça fait bon ménage? Voilà. Enfin l'image que les gens ont. C'est-à-dire que ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de ne pas parler de mon handicap, de le mettre de côté et de me considérer comme un individu normal quand je me présentais aux témoins ou aux autres ufologues. Parce que je suis sûr que si j'avais parlé de mon handicap à chaque fois, soit aux ufologues, soit aux témoins, ou même aux journalistes, ou aux animateurs de radio, ils seraient, ou même à mon éditeur, ils auraient dit, oh là là, où on va avec lui, est-ce que c'est un type qui est pas trop touché par la maladie, est-ce qu'il fait les choses sérieusement, est-ce que, etc. Donc que le handicap ait une influence sur mon comportement, sur ma manière d'étudier le phénomène OVNI, et le sérieux de mes études, et le sérieux de mon travail. Mais pourtant on est comme tout le monde. Ben oui, mais Pourquoi pour certains autres, on est différents. Ouais, mais pourquoi c'est mal vu? C'est la mentalité des gens qui est comme ça. Pourquoi on cache ce qu'on a? On est obligé de le faire dans la société dans laquelle on vit. On est considéré comme différent. On n'est pas considéré comme à part, on est considéré comme différent. Ils ont arrondi les angles. Là. Dans le temps, on était considéré comme fou, je sais pas pour les... Des lépreux, quoi. Oui, c'est ça, oui, comme les lépreux, c'est ça. Les lépreux, il fallait qu'ils se cachent dans le temps. Il fallait pas qu'ils se fassent, quand il y avait dans les léproseries, on les cachait, on les montrait pas, il fallait qu'ils se cachent parce que c'était pas beau à voir, tu vois. Alors il y a des handicaps comme ça qui se voient, il y en a qui se voient pas, mais il y en a qui sont très graves. Donc il faut pas montrer, il y a encore un regard de la personne non handicapée face à la personne handicapée qui est un peu bizarre, il y en a un qui n'accepte pas l'autre, et ça, ce sera toujours comme ça. Je crois que ce sera toujours comme ça. À chaque génération, il faudra refaire de l'information, il faudra reconditionner les gens, etc., comme pour tout, hein, comme pour beaucoup d'autres choses. Et toi? Ben, moi j'avouerais que 2018, c'est là où j'ai vu qui était qui. Depuis que j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques, j'ai été très 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 déçu de nombreuses personnes. Déjà que j'étais déçu de par leur comportement des fois en ufologie, mais personnellement, je regrette de l'avoir su, ce que j'ai. Parce que, avant je savais que ça n'allait pas, je le sentais. Je pensais que c'était un burn-out. Mais il y avait les auditeurs, ils remarquaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, alors que moi je ne savais pas ce que c'était. Et quand je l'ai su, il y en a beaucoup qui m'ont tourné le dos. Il y en a beaucoup, j'ai appris que certains rigolaient du handicap, du fait que j'ai des taches dans ma tête. Là dernièrement, quelqu'un m'a dit « Ah mais de toute façon, t'en es une de tâches ». Ça m'a fait moyennement rire, alors que d'habitude j'ai un humour assez noir et trash des fois. Mais là, j'ai compris ce que vivent un peu tout le monde. Et quand à un moment j'en ai eu marre, j'ai dit ouvertement sur Facebook, en disant que j'allais faire du ménage pour ceux qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir, il y en a beaucoup qui sont venus me parler en privé, disant que eux aussi ils avaient des soucis, de gros soucis de santé, mais qu'ils ne les montraient pas, comme tu dis, pour pas paraître comme un lépreux. Pour ne pas être rejeté. C'est ça. Parce que la plupart du temps, quand tu expliques ton handicap, tu as vite fait d'être rejeté. Parce que par des gens bien importants, entre guillemets, tu te sens rejeté, il n'y a pas de problème.
Moi je trouve ça dégueulasse parce qu'on n'a pas changé. Moi j'ai toujours au DHTV, Rémi, bon lui c'est la EPA, on fait du travail et bon des fois c'est normal, on doit faire des examens à l'hôpital parce que c'est sous surveillance, mais je vois pas pourquoi ça y est, on est considéré comme limite maboule quoi. Parce que c'est ça quoi en fait. Moi j'ai vu des amis, même des amis proches hors cadre ufologique, qui m'ont dit ah ben toi t'as la sclérose, ouais c'est le fauteuil roulant. En gros, bon, bah toi. Ce qui est un peu dommageable, c'est par exemple qu'entre ufologues, on en arrive à se comporter comme la majorité des gens extérieurs à l'ufologie. C'est-à-dire à la moyenne des gens quoi, qui n'acceptent pas le handicap, etc. Dans la société normale dans laquelle on vit. Parce qu'entre ufologues, au contraire, on devrait soutenir, ayant la même passion, ayant les mêmes intérêts, ayant la même manière de travailler, tout ça, on devrait soutenir et se comprendre. Beaucoup plus, on devrait Et alors, quand on se bouffe, on est rejeté hein, par les uns, par les autres, etc. Même après, c'est sûr que j'ai eu des réactions vraiment. Alors là, il y en a qui m'ont dit oui, il faut que tu ailles à Lourdes, d'autres, il faut que tu te fasses abducter. Que tu fasses un clone cyborg et que je transfère ma conscience et mon esprit dedans, que je prenne des médicaments un peu bizarres avec des pierres, etc. Des trucs où en fait c'est de la grosse connerie. Et ben moi, par exemple, on m'a dit, quand j'étais fatigué, j'ai fait ma cure de sommeil, on m'a dit, oh, bah, vous savez, maintenant, vous êtes bon, et puis j'étais donc une formation scientifique, hein. J'ai une formation scientifique, quand je suis dans les années 78, que j'ai commencé donc à avoir des problèmes, on m'a dit, vous êtes tout juste bon à lire, comment ça s'appelle Sciences et Vie Junior, c'est-à-dire... c'est pour les enfants de... D'accord, moi j'aime bien regarder Tintin. Oui, alors ça c'est Vie Junior. Et bon, j'ai accepté, j'ai entendu, j'ai dit, je me suis dit en moi-même, ça y est, mon système nerveux est foutu. Et puis un jour, on m'a dit, écoutez, monsieur, il faut que vous trouviez un métier. J'ai dit, j'étais dans la biologie, puis il y a un médecin qui est venu, mais vous pouvez peut-être faire technicien biologiste. C'est pas, vous serez jamais docteur, ou vous serez jamais quelque chose comme ça, vous n'arriverez jamais à ce niveau-là. Vous pouvez toujours essayer de faire une formation de bac plus 2. À l'époque, ça a été considéré comme bac plus 2. J'avais déjà un bac plus 2 d'université. Et vous remettre aux études, et puis ce sera facile, vu que vous avez déjà un bac plus 2 d'université, refaire des études dans les années 90. J'ai refait des études et j'ai décroché mon diplôme de technicien biologiste. Et ça se trouve, c'est ce qu'on va me dire bientôt. Reprenez vos études. Hein. Oui, et puis j'ai décroché un diplôme encore supplémentaire, puisque j'ai l'agroalimentaire avec. Alors, j'ai le médical et l'agroalimentaire. Donc c'est pas du Sciences et Vie Junior, ça, c'est nettement dessus. Alors tu vois, comme quoi, tu vois, il y a des remarques qu'on pourrait éviter d'entendre et de recevoir. Hein. Et il y en a qui devraient éviter de faire, que certaines personnes devraient éviter de faire. Et surtout, les gens qui font ce genre de remarques désagréables, c'est des gens qui n'y connaissent strictement rien. Ah, moi, je sais très bien que les gens vont découvrir ce que j'ai réellement quand il y aura le Téléthon. Je suis sûr et certain, parce qu'au Téléthon, il y a la sclérose en plaques. Et c'est là où ils vont, c'est ça ce qu'il a, oh mon Dieu. Là, ils vont comprendre. Parce que s'ils croient que c'est marrant de se taper plein d'IRM ou faire des prises de sang constamment, ou même quand vous tombez malade, maintenant, quand je tombe malade, je suis en surveillance médicale. Parce que je peux crever d'un rhume. Oui, moi, il faut... Et moi, quand on m'a dit « Ah non, mais maintenant, il va falloir que tu évites de faire des veillées, etc. » Pour moi, c'était la fin du monde. Parce que j'adore faire des veillées, j'adore faire mes montages. Moi, c'est pareil, il fallait que je sois couché à heure régulière, que je me fasse suivre régulièrement, que je change carrément de cadre de vie, etc. Parce que le système nerveux était soi-disant fatigué par le manque de sommeil, etc. Puis je suis complètement décalé, je fais des veillées la nuit, tout ça. Bon, je fais quand même en sorte de ne pas trop me fatiguer, mais là, il est quoi? Il est 1h15 du matin, on est en train de tourner, etc. Ben, le problème, c'est que j'ai appris tout simplement, si je suis décalé, je dors un peu plus longtemps. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, on m'a dit, mais vous dormez la nuit, enfin vous vivez la nuit, votre corps il est défoncé à cause de ça. Non.
Du moment qu'on respecte le temps de sommeil, il n'y a pas de problème. Si on ne peut pas travailler, faire un travail trop, parce qu'il est trop fatigant pour une personne, on peut le faire à mi-temps. Il y a tout un tas d'aménagements face à ces maladies qu'il faut tenir compte. Mais évidemment, on n'est pas comme les autres. Hein. On n'est pas comme les et puis autres. maintenant, je suis obligé de... Quand j'ai eu cette décision, je me rappelle, il y avait Gilles Durand qui disait, il faut le dire, parce que les gens vont remarquer qu'il y a moins de vidéos. Début 2018, je suis désolé, mais il n'y a pas eu beaucoup de vidéos déjà sur DHTV. Les gens ils vont pas faire la différence. Bon, c'est vrai qu'il y a moins de vidéos, elles sont plus longues, mais il y a moins de vidéos. Avant, il y en avait beaucoup, elles étaient courtes, et il n'y avait pas grand chose dedans. Tandis que maintenant, c'est vrai que dans les dernières vidéos, j'ai remarqué que je prenais beaucoup plus mon temps à les faire. C'est pour ça que ça prend ça prend beaucoup plus de temps, et puis... Mais au moins, elles sont complètes. J'ai pas à faire de suite. Bon, puis il faut dire aussi qu'on prend des traitements qui sont... lourds. Qui sont lourds, ouais. Toi, le mien, toi, il ralentit ton cœur, il baisse ton immunité, tu vois, des choses comme ça. Continuons sur cette discussion. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, par rapport aux autres ufologues qui sont dans le même cas que nous, il faudrait faire des groupes de parole? Oui, les groupes de parole, c'est utile. Mais pour ufologues handicapés. Parce que je pense que ça ferait du bien à tous ceux qui sont dans le même cas que nous. Oui, ça peut faire du bien, parce que finalement, t'en as croisé beaucoup d'ufologues qui étaient malades. T'en as vu beaucoup qui étaient malades. Et puis il y en a beaucoup qui ont la sclérose. Qui arrivaient dans les 60-65 ans, parce que de toute manière, comme je l'ai appris en médecine, à partir de 60 ans, un organisme, excusez-moi du terme, mais ça veut dire ce que ça veut dire, ça commence à déconner. Et après 25 ans pour les jeunes aussi. Et après, à partir de 25 ans, on commence à vieillir, donc on peut tous s'attendre à tout. Alors donc les groupes de parole, c'est utile. C'est utile pour parler entre ufologues, parce que si tu vas dans un groupe de parole d'autres qui sont pas ufologues, ils vont rien comprendre à ce que tu dis. Ça va pas être passionnant, parce que on peut aussi se sentir non pas rejeté, parce qu'on va pas être rejeté entre handicapés, on va pas se rejeter entre handicapés, mais se faire marginaliser vu du fait qu'on a qu'un sujet qui nous intéresse, l'ufologie. Donc c'est ça le risque. Donc, mais entre ufologues, par exemple, ça peut faire une excellente thérapie d'en parler, justement de mêler l'ufologie à tout ça, pour voir exactement qu'est-ce qu'on fait avec notre état de santé en ufologie, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se soutenir, comment on peut évoluer, etc. et travailler. Voilà. Ça c'est sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui le sont peut-être et qu'on ne sait pas, même... Là, quand on était à Jacox, à David Jacox, je suis sûr que dans la salle, il y en a plein, en fait, mais ils ne le disent pas. Ah ben, les gens n'aiment pas dire... déjà, quand on est vraiment handicapé, on n'aime pas le dire. On n'aime pas parler de sa maladie. Et on dirait que c'est une tare, c'est bizarre. Voilà comment c'est reçu, la plupart du temps, donc, par la plupart des gens. C'est la société dans laquelle on vit, qui est comme ça. Je vois bien combien de personnes, sachant ce que j'ai, il y en a beaucoup, ils ont dit ça, j'aime pas entendre ça. Oh, mais tu vas guérir vite. La sclérose, c'est à la vie. Ah, mais non, mais tu vas guérir, ça se guérit, ça. Sûr, bien sûr. Les tâches vont s'envoler d'un coup. Comme si le fait de leur dire qu'on est un handicapé, etc., ça les dérangeait dans leur propre vie. Mais il y en a certains qui ne me parlent plus non plus parce qu'ils croient que c'est contagieux. Oui, oui. Non, mais il y a des réactions qui sont absolument aberrantes. Ou que je suis déjà mort. Aussi. Oui, on a vu ça aussi. On m'a rendu hommage, là. En me répondant, non, mais c'est au cas où. Moi, on me l'a dit aussi, puisque quand je suis rentré à l'hôpital, etc., et puis, tu sais qu'on ne peut plus rien faire. C'est une cause perdue, on m'a dit. Parce que chaque individu est une cause, on estime que chaque individu est une cause en médecine. Donc c'est une cause perdue, donc c'est comme si il n'y avait plus rien à faire. On m'a dit ça en 78, on est en 2018, regardez ce que j'ai produit en ufologie, c'est là. Pourtant on en parle du handicap, on en parle à la télé, on en parle partout, on en parle dans la rue, même au café du commerce, mais on pense qu'est-ce qu'on constate encore, c'est qu'il y a un fossé énorme, pour ne pas dire un gouffre entre le monde des gens bien portants, entre guillemets, je dis toujours, et les handicapés.
c'est vraiment un constat navrant. Raconte-nous les mémoires de l'ufologie en bien comme en mal. Tu es sûr et certain. Oui, En bien comme en mal. oui. Bah toi, tu les vois comment les mémoires de l'ufologie? Quand tu les regardes sur ODF TV. Quand tu regardes les interviews, tu les vois comment? Ouais, moi, ça me plaît, ça m'intéresse. J'aime bien. Je vois pas trop en mal. Les mémoires de l'ufologie, ça concerne tous les ufologues, tous les courants de pensée. Toutes les sortes d'ufologie, et pas qu'une seule ufologie, parce que j'en ai strictement rien à foutre de ce que vous me dites en fait. Moi, quand je viens vous voir, quand je viens vous interviewer, c'est pas pour moi, c'est pour les générations futures. Je vais pas juger parce qu'un tel pense ceci, parce qu'un tel est plus pro hypothèse extraterrestre, enfin hypothèse ou autre. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, je pense aux générations futures, c'est tout. C'est pas ami. Oui, c'est d'ailleurs le but des mémoires de l'ufologie, les générations futures. C'est ça. Ou alors, s'il peut y avoir aussi des fois des gens qui ont une certaine image d'eux, un ego surdimensionné, et qui limite disent « Ah bah non, ODH c'est trop petit, on veut passer ailleurs ». Il y a ça aussi. Et c'est pour ça que les mémoires de l'ufologie, c'est une super expérience, sauf que c'est là où je vois vraiment les bons côtés comme les mauvais côtés de l'ufologie française. Parce que moi, j'ai juste repris le flambeau des mémoires. Parce que c'est Rémi qui a commencé les mémoires de l'ufologie avec ses vidéocassettes. À Chalon, oui, j'ai fait ça sous forme de vidéocassette. J'ai voulu avoir filmé un peu tout le monde, tous les ufologues, etc., qui étaient présents dans les stands de Chalon. J'ai filmé un peu tout le monde, j'ai filmé aussi, j'avais commencé. Ah bah, tu vois, ça c'est mon plus grand regret, et j'aurais bien voulu avoir tous mes appareils actuels j'avais pour commencé filmer. même dans le cadre de la foire de 2004. à filmer les ufologues, les conférenciers et tout ça, qui étaient présents. J'avais fait des photos aussi. J'avais emmené tout ça, et donc tout ça c'est des archives maintenant, c'est de la mémoire de l'ufologie de l'époque. Mais par contre, pour les mémoires de l'ufologie, il y a aussi autre chose. Quand vous allez interviewer quelqu'un, il y a le problème de la neutralité. Ils vous diront, ça m'est arrivé souvent, ça, et puis c'est chiant. Ça. En gros, quand vous êtes neutre, vous savez tous les secrets des uns et des autres. Parce qu'ils viennent vous voir, ils viennent, bon, il faut quand même que je te dise quelque chose, mais tu le gardes pour toi. Hein. De toute façon, à qui je vais le dire, j'en ai rien à foutre de ce que tu vas me dire. Ils viennent vous dire tous les secrets des uns et des autres. Donc à force, vous connaissez tous les bas-fonds de l'ufologie française. C'est un peu dommage qu'un domaine comme ça, comme l'ufologie, ça prenne cette direction-là. Mais vraiment, quoi. Là, vous voyez vraiment la méchanceté des gens. Que l'ufologie, on peut croire que, comme je parlais à l'émission Zone Parallèle, on pourrait croire que l'ufologie c'est un monde ouvert, où il y a un bon état d'esprit, où tous les ufologues sont main dans la main. C'est chacun pour sa gueule. Je me rappelle quand j'ai commencé au DHTV, le slogan c'était l'union fait la force. Je me suis vite aperçu que c'est pas ça. C'est la désunion fait la force. Et puis même, il n'y a pas que l'ufologie. Hein. Là, j'étais allé voir, il y a 1 an, même 2, le monde du paranormal. Je pensais que ils chassent, entre guillemets, les fantômes. Ils enquêtent sur le paranormal. Je me suis dit, ils doivent être main dans la main. Eh non, c'est même pire que l'ufologie. C'est même pareil, quoi. C'est triste, finalement, que des domaines comme ça, qui sont des domaines passionnants, qui devraient réunir des foules de passionnés, même de divers horizons, de diverses croyances. Non, c'est comme en politique. Non, déjà, il y a les clans des croyances. Il y a les clans de qui est ami avec un tel. Oui. Puis après, les indépendants. Donc voilà, les mémoires de l'ufologie, en bien ou en mal, ce que c'est. C'est pas facile.
Donc à celui qui ou celle qui prendra le relais des mémoires, bon courage. Oui, mais l'idée au départ était bonne. Bah oui, parce que tout chercheur, même ceux qui ont un ego surdimensionné, parce qu'il y en a, hein, Oui. même trop même. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est le moment présent, c'est pas le futur. Ils s'en foutent du futur. Alors que si on peut aider les chercheurs de demain, leur donner un coup de pouce pour qu'ils fassent déjà pas les mêmes erreurs que les anciens, qui reprennent le relais des recherches où on aura arrêté, c'est le plus important. Parce que sinon, l'ufologie se mordra toujours la queue. Oui, on ne sera pas, on n'en sortira pas. Et dans 20 ans, on dira, ah, vous savez, il y a une nouvelle théorie, OVNI inconscience. Inconscience, oui. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, dont les enregistrements avec Rémi et Gilles datent de septembre 2018. Il se peut qu'il y ait dans un avenir proche une réactualisation de leur mémoire, car bien des choses ont changé depuis. Nous remercions celles et ceux qui nous ont aidés à faire ce nouvel entretien. Si vous désirez voir ou revoir des interviews des mémoires de l'ufologie, n'hésitez pas à cliquer sur les liens de playlist en dessous de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine interview et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.